Qualité de jouissance au sein de l'immeuble en copropriété. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de cette thématique quand il y a des travaux, quand il y a du bruit parce qu'on fait une fête, quand on pratique une religion qui sous-entend un certain nombre de déplacements, de bruit ou de réceptions, je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là et qui est en lien avec notre thématique d'égalité et de fraternité ? Alors, sur les modalités de jouissance, donc là, les conditions dans lesquelles chacun vit dans un immeuble en copropriété, là aussi quelques points qui peut-être parmi les plus importants. Donc, premièrement, vous venez de l'indiquer, c'est le cas où vous avez un copropriétaire qui exécute des travaux dans son appartement. Là, ce sont des travaux privatifs, faits pour aménager, transformer un appartement. Et ça, on le voit aussi beaucoup en ce moment, y compris il y a beaucoup d'acquisitions dans Paris qui sont faites dans les beaux quartiers par des personnes plutôt argentées, provenant de pays de certaines régions, et qui font des travaux très importants. Et puis tout simplement, ça peut être aussi au quotidien, je dirais, n'importe quel copropriétaire. Or là, on voit très très souvent des difficultés qui naissent entre les copropriétaires et le copropriétaire qui fait ses travaux, tout simplement parce qu'il agit comme s'il était seul, comme s'il était dans sa maison individuelle et que il fait des travaux chez lui et ça ne regarde pas les autres. Ce qu'il oublie, c'est qu'il y a des voisins au-dessus, en dessous, à côté, qu'il ne faut pas toucher aux porteurs sans autorisation d'assemblée générale, que le minimum quand même de savoir-vivre et donc de fraternité, c'est d'essayer de ne pas commencer les travaux à 7 heures du matin, de ne pas les terminer à 10 heures, de ne pas le faire, pas exécuter de travaux le samedi et le dimanche, d'essayer quand il y a une profession libérale ou quand il y a une autre activité dans l'immeuble, de ne pas gêner, je parle en connaissance de cause car j'ai connu ça pendant 1 an et demi au-dessus de mes bureaux, de ne pas gêner pendant toute la journée pratiquement les travaux de ceux qui sont en dessous. Donc il y a ces règles et ça donne lieu très très souvent donc à des sources de conflits. Alors après, bien sûr, on peut aller vers l'expertise. Donc le syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires font désigner un expert qui va constater qu'il y a eu un mur porteur abattu, qu'il y a des gênes qui sont... Mais la réparation n'est jamais équivalente finalement à la gêne occasionnée. Donc là, c'est vraiment une rupture d'égalité, un manque de fraternité qu'on peut rencontrer à cette occasion. Il y a aussi l'inverse, non ? C'est-à-dire le copropriétaire un peu mauvais coucheur qui n'aime pas avoir de bruit du tout et qui va se plaindre. Il y en a, M. Bayet, des gens comme ça ? Oui, bien sûr, c'est inévitable. Mais, si vous voulez, malgré tout, quand des gens viennent se plaindre pour des nuisances sonores à cause de travaux dans les parties privatives, on essaie de les raisonner en leur disant qu'il existe quand même des règles qui sont édictées notamment par les mairies pour les nuisances sonores diurnes. Que les horaires donc doivent être respectés et que si ces horaires-là ne sont pas respectés, effectivement, ils ont un recours pour se plaindre. Mais on leur dit aussi que ce sont des nuisances inévitables quelque part et que eux auront peut-être un jour ou l'autre également à faire des travaux à l'intérieur de leur logement et produiront les mêmes nuisances vis-à-vis des autres. Vous êtes un intermédiaire de bon sens. On s'y efforce. Voilà. Alors après, vous avez mis un truc extraordinaire sur la note que vous m'avez fait passer. Vous allez nous parler des troubles de jouissance. Alors attention, nuisance sonore, et vous mettez entre parenthèses appareil diffusant du son. Ça, c'est très très juridique. Boîte de nuit aussi, restaurant. Alors, soirée privée, bon, il y a beaucoup. Alors, oui, alors, vous avez aussi raison de dire, c'est vrai qu'il y a aussi des copropriétaires, il faut toujours nuancer le propos, qui quand même vont chercher aussi, il faut concilier la liberté du copropriétaire, je reviens sur les travaux un instant, la liberté quand même d'un copropriétaire d'aménager ses locaux avec les troubles des autres. Et vous avez aussi le cas de copropriétaires qui effectivement sont des empêcheurs permanents de tourner en rond aussi. Bien, alors les troubles de jouissance, nuisance sonore. J'évoque aussi les odeurs, les usages abusifs de parties communes, mais ce sont surtout les nuisances sonores. Bon, moi je suis assez fréquemment saisi de copropriétaires qui viennent me voir, et c'est vraiment le cas de figure où j'ai le plus de difficultés à leur donner une réponse. Et vous me direz si vous êtes dans une situation différente, je prendrai volontiers des conseils.
Ils viennent vous voir, ils vous expliquent qu'ils ont des nuisances sonores absolument insupportables. Alors, ça revêt des formes diverses. Ça peut être la boîte de nuit qui fonctionne jusqu'à 2 heures du matin avec le bruit à l'intérieur de l'immeuble et en extérieur parce qu'il y a les gens qui stationnent devant, etc. Restaurant aussi, idem. Ça peut être, quand je dis appareil diffusant du son, c'est vrai que c'est un peu bien, j'aurais pu mettre, ça aurait été plus précis et peut-être plus clair, télévision, radio, etc. Les gens qui mettent, enfin certains se plaignent du voisin qui met sa télé beaucoup trop fort, sa radio. J'ai un cas de figure, je vais juste vous citer pour vous montrer la difficulté de l'exercice, là en ce moment, d'un copropriétaire qui a une chambre. Il a toujours vécu en pleine tranquillité dans sa chambre, et puis il y a un appartement qui est juste à côté, qui jouxte le sien. Et le long de sa chambre, à côté, c'est une salle de bain. C'est une salle de bain. C'était occupé, je dirais, dans des conditions qui ne lui causaient aucun préjudice. Cet appartement qui est à côté du sien, désormais, est occupé par 4 jeunes filles ou jeunes femmes. Je ne sais pas si elles sont étudiantes. Bon, chacune ayant des horaires assez différents et plusieurs rentrant à 1 heure du matin, 3 heures, l'autre se levant à 6 heures, etc. Et il me dit, mais c'est absolument insupportable parce qu'elles prennent leur douche. Alors, il y a à la fois le WC, la douche, la baignoire, et il me dit, mais toute la nuit, maintenant, c'est les bruits, etc. Bon, on a fait, c'était tellement, je le crois, je ne pense pas qu'il est, parfois, le bruit, on est plus ou moins sensible. Il n'a que le bruit, il n'a pas la vue. Il n'a pas la vue, non. C'est peut-être ça qui le pousse à contester. Je reconnais qu'il n'aurait peut-être pas contesté dans ce cas, ça, je ne sais pas. Il faudrait voir les personnes avant d'apprécier. Mais toujours est-il qu'il est incontestablement gêné. Bon, on a une expertise, un expert acousticien, bon, qui finalement ne résout rien, quoi. C'est une expertise parce que il a amené un expert acousticien pour ça. Oui, pour essayer de mesurer le bruit qui peut résulter de l'utilisation de la douche, du WC, etc. en période nocturne. Ça, c'est quand même capillotracté, ça. Hein, oui. Ça va chercher loin, cette histoire. Oui, mais si vous voulez, si je vous cite cet exemple qui est effectivement un peu la caricature du problème. C'est vous dire que beaucoup de gens ressentent dans leur intimité, dans leur vie privée, des problèmes qui leur empoisonnent. Il en fait une... Et c'est quelqu'un que je connais, je ne devrais pas le dire, c'est un administrateur de biens. Donc, bon. Et non, mais attendez. Envoyez-le à l'UNIS, vous allez voir. Attendez, alors je ne sais pas s'il est à l'UNIS ou pas, je n'ai pas vérifié. Mais je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui est porté à pinailler, si vous voulez. C'est vraiment pas. Et il a fait cette procédure à reculons parce qu'il n'y avait aucune autre solution. Mais j'invoque son cas, on pourrait en évoquer beaucoup d'autres, parce que là, j'ai ça, je dirais, sur mon bureau, là, en ce moment. Mais voyez à quel point ça peut être difficile à résoudre. C'est ça que je veux surtout souligner. Alors après, il y a quelque chose qui émerge de façon un peu plus prégnante aujourd'hui, c'est les pratiques religieuses différentes au sein d'une copropriété qui peuvent se traduire par des désagréments, et ça aussi, vous avez souhaité en parler, parce que ça se produit. Oui, parce que là, on est au cœur aussi du principe de liberté et d'égalité. On rencontre les deux problèmes. Alors, il se trouve que je suis intervenu, quelques-uns d'entre vous, quelques-unes étaient présents ou présentes d'ailleurs, lors du congrès des experts en copropriété, la Chambre des experts en copropriété, sur ce thème, c'est-à-dire copropriété et liberté religieuse. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Je vais essayer de résumer puis de lancer la problématique. Disons qu'il y a 2 aspects principaux qui sont liés à cela. Premier aspect, c'est dans le cadre de l'utilisation de locaux. On voit de plus en plus souvent maintenant la nécessité, alors que ce soit pour, je dirais, c'est lié en général soit à la religion musulmane, soit à la religion juive, de lieux de pratiques religieuses. Alors ça peut être des lieux vraiment de pratiques de type mosquée, mais ça peut être aussi des lieux simplement d'échanges liés à une pratique, une confession religieuse. Et ça soulève parfois des difficultés par rapport aux autres copropriétaires qui ne veulent pas que les locaux soient occupés à cet usage et qui essayent d'invoquer les dispositions du règlement de copropriété pour dire non, on ne peut pas... Or là-dessus, la jurisprudence est généralement, je ne vais pas tout vous citer, il y a une dizaine de décisions intéressantes, mais la jurisprudence est généralement assez libérale sur ce premier point. Il y a un deuxième point où là, la jurisprudence est au contraire, un peu moins libérale. C'est vraiment dans la pratique religieuse elle-même. Et les syndics sont confrontés, je le sais, de plus en plus souvent à ces questions. Alors, dans la pratique religieuse elle-même, je vais citer deux cas de figure. Un que beaucoup rencontrent, qui est lié au fait que pour les pratiquants de la religion juive, comme vous le savez, pendant la période du Shabbat, on ne peut pas toucher à l'électricité.
Et donc, lorsque vous avez des accès d'immeubles qui sont contrôlés par des systèmes électriques, eh bien, ces copropriétaires demandent qu'il y ait d'autres systèmes, en tout cas pour leur usage personnel, qui puissent être mis en œuvre et qui puissent éviter ce recours à l'électricité qui est condamné au nom de leurs pratiques religieuses. Là, la jurisprudence elle est partagée parce que c'est la liberté religieuse, mais d'un autre côté, elle dit aussi au nom de l'égalité entre les autres copropriétaires, si ça doit créer des distorsions en termes de dépenses, en termes de si c'est imposé à d'autres, vous voyez, il faut trouver là aussi l'équilibre, et généralement la jurisprudence ne facilite pas tellement cette possibilité. Elle invite plutôt la fraternité, demander à quelqu'un d'autre d'appuyer sur le bouton. Pour rester dans notre thématique. Mais bon, c'est pas facile à résoudre là non plus. Non, ça doit être... Si vous avez quelques questions à poser à nos intervenants par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Oui, ça concerne essentiellement le bruit et les travaux. Il est bien évident que les entreprises n'ont pas les moyens d'attendre 2h30 entre midi et 14h30 pour interrompre des ouvriers pendant des travaux faits par des entreprises. Je ne parle pas des particuliers qui bricolent chez eux. Et alors, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est que nous allons attaquer un ravalement qui va durer 2 ans, où il va y avoir 10 000 m² de pâte de verre à faire descendre. Que se passe-t-il vis-à-vis de la loi et du bruit? Je ne vois pas les ouvriers s'arrêter de midi à 14h30. C'est impensable. Alors, est-ce que c'est une situation que la loi prévoit? Allez-y. Non, lorsqu'on engage comme cela des travaux importants sur une durée assez longue, je pense qu'il est nécessaire, effectivement, dans les réunions de préparation de ces travaux, de définir quelques contraintes d'exécution. Et il y a des moments où, notamment au regard de la tranquillité ou au regard de la sécurité, l'organisation d'un chantier doit prendre en compte ces 2 éléments. Et on peut parfaitement, ceci aura peut-être des incidences financières, par contre, sur le montant des travaux. Mais on peut tout à fait convenir avec une entreprise de modalités d'exécution de travaux en fonction d'horaires journaliers, de nombre d'équipes, d'emplacements particuliers. Ça n'est rien d'interdit. Donc là aussi, je renvoie à peut-être un dialogue et une préparation de ces travaux, notamment lorsque des échafaudages sont mis en place. Il y a des notions de sécurité, d'accès à l'échafaudage en lui-même, d'accès aux appartements. Donc toutes ces conditions-là sont, à mon sens, doivent être à mon sens définies au moment de la préparation des travaux, et vous pouvez parfaitement convenir que des travaux cessent entre telle heure et telle heure. Ceci aura simplement, à mon sens, une conséquence financière, puisque l'entreprise, elle, sera amenée à adapter sa pratique à ces horaires-là. Alors, oui. Il faut aussi prévoir le contraire, c'est-à-dire que si vous mettez des contraintes à une entreprise, il faut aussi prévoir des pénalités, parce que forcément, si vous lui dites que vous n'avez pas le droit, qu'elle vous fait un tarif parce qu'elle n'a pas le droit, mais que les ouvriers qui sont sur place vont le faire quand même, il faudra pouvoir derrière appliquer des pénalités à cet aspect, parce que s'il n'y a pas de pénalité, l'entreprise, si son ouvrier est là et qu'il a envie de travailler, il travaillera. Donc il y a 2 aspects, il y a seulement le prévoir au moment du marché, et y prévoir aussi les pénalités éventuelles si jamais ça n'était pas respecté. On revient un peu au débat de ce matin, s'il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien qui se passe. Oui. Un règlement municipal qui prévoit les horaires de travail. Oui. Oui. Le problème après, c'est que votre règlement, s'il est municipal, il doit être respecté. Derrière, va se trouver le fait, encore une fois, de prouver la chose par rapport à l'entreprise. Parce que si elle a des travaux à faire et que le règlement municipal l'interdit de travailler de réaliser, en tout cas, ça dépend quels travaux aussi. Je veux dire que l'entreprise peut très bien adapter aussi sa façon de faire. Je veux dire que laver une façade, en règle générale, ça dépend comment il la lave, vous me direz, mais peut faire un peu moins de bruit que passer à marteau-piqueur. Donc le type de travaux à réaliser peut s'adapter aux horaires auxquels on va les faire. D'autres questions? Madame, on vous a pris le micro. Oh! Mais il arrive. Il arrive. Non,
Non, simplement, au moment de l'évacuation, Maître Baudouin commençait à parler de l'arrêté de 2006. C'était juste pour savoir ce qu'est cet arrêté. Merci. Oui, c'est vrai que je vous ai laissé sur votre fin. Là. Non, juste pour terminer sur ce point, c'était le dernier point que j'allais aborder. Donc, c'est un arrêt effectivement de 2006 qui est dit, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui est dit l'arrêt des cabanes. Alors, de quoi s'agissait-il? Bon, dans la pratique de la religion juive, pendant quelques jours, il y a cet usage des cabanes. Et il y avait donc un copropriétaire qui avait installé une cabane sur son balcon terrasse. Or, le règlement de copropriété de cet immeuble interdisait d'entreposer quelque objet que ce soit sur les balcons, les terrasses, etc. Et il y a eu un litige sur cette question qui est allé jusqu'en cassation. D'ailleurs, j'imagine qu'entre-temps, le temps de la cabane, si je puis dire, était sans doute dépassé. Combien de temps la cabane doit rester sur le balcon? Je ne sais pas, c'est quoi, 8 jours? Non, 8 jours, je crois que c'est ça. Il y a eu un contentieux pour 8 jours. Il y a eu un contentieux. Il y avait autre chose, à mon avis, non? Alors, certainement, ça devait être lié. D'ailleurs, je dois dire, je ne connais pas les tenants et aboutissants de cette affaire, mais quelque part, je ne trouve pas ça, a priori, peut-être très sympathique sur l'arrière-plan. Mais c'est simplement pour dire ce qu'a jugé la Cour de cassation. Parce que c'est le principe qui compte. La Cour de cassation a estimé que dès lors que le règlement de copropriété comportait cette interdiction, qui était une interdiction générale et absolue, effectivement, on ne pouvait rien entreposer. Donc, autrement dit, on a fait prévaloir l'interdiction du règlement de copropriété sur la liberté religieuse du copropriétaire. Et quand je commande cet arrêt, je dis généralement que je ne suis pas certain que si c'était des enfants qui avaient entreposé une petite tente sur le balcon, il y aurait eu des copropriétaires qui auraient eu l'idée d'aller jusqu'à cette procédure. C'est pour ça que je ne trouve pas cette affaire forcément très sympathique dans ses arrière-plans. Mais c'est vous dire ce qu'est la jurisprudence qui peut parfois être assez rigoriste. Alors juste pour terminer sur ce sujet, parce que c'est quand même quelque chose qu'on rencontre de plus en plus souvent, là c'est pas facile non plus. Moi j'ai le cas en ce moment par exemple d'une crèche qui est animée par des représentants de confession musulmane, et cette crèche a été installée dans un immeuble qui est un immeuble plutôt de nature commerciale et industrielle, un immeuble plutôt d'entrepôt, et il y a cette crèche qui est là. Donc moi je soutiens au nom du syndicat des copropriétaires que c'est contraire à la destination de l'immeuble, ce qui me paraît être le cas, et surtout je trouve que c'est très dangereux pour les enfants, si vous voulez, qui sont... Donc je veux dire ça soulève vraiment parfois des difficultés, semble-t-il. Je laisse les syndics, les praticiens vraiment sur le terrain, qui sont de plus en plus fréquentes, tout simplement parce que le fait religieux devient de plus en plus omniprésent. Ça, c'est un simple constat. Oui. Monsieur, vous laissez exprimer. Ah, vous, monsieur, pardon. Oui, bonjour, Jacques Rudan, président de différents conseils syndicaux. Je rebondis très rapidement, succinctement sur ce que madame vient de dire. Nous sommes confrontés, comme je viens de vous le dire précédemment, avec une même pratique, c'est-à-dire que cette personne détruit les minuteries des parties communes, électriques en l'occurrence. Que peut-on faire? Un maniaque de l'interrupteur. Pardon? Un maniaque de l'interrupteur. Au nom du... au Shabbat, oui. Enfin, moi, voilà. Que peut-on faire? Parce que je dirais à mon syndic de vous contacter. Faire interner. Voilà. Que peut-on faire? Le faire constater, et puis la copropriété, le syndic, voire l'assemblée, je ne sais pas, décider de faire une procédure si elle l'estime opportun. Je pense que... Qu'est-ce que vous suggérez? Non, c'est comme toujours, il est plus que nécessaire d'essayer d'établir un dialogue, parce que une copropriété, vous l'avez souligné, est-ce que c'est un lieu où on pratique effectivement une religion? Je ne sais pas. Il est nécessaire aussi de respecter l'équité entre ces différentes religions. Il n'y a pas je crois qu'il faut déconnecter les choses. Il faut, à chaque fois que cela est possible, permettre aux copropriétaires, à leurs frais, d'installer les dispositifs qui peuvent leur permettre de pratiquer, sans que cela affecte non plus cet équilibre précaire qui est l'intérêt collectif et l'égalité des copropriétaires. C'est difficile à gérer, monsieur. Vous savez,
on est souvent démunis et le recours que l'on a est malheureusement un recours qui va se transformer sur le plan ou se transporter sur le plan judiciaire. Ce qui est bien dommage du reste. Monsieur. Oui, mais la question qui se pose, c'est aux frais de qui? Voilà, donc effectivement, c'est ce que j'ai abordé comme possibilité de dialogue et permettre aux copropriétaires qui le souhaitent d'effectuer à leurs frais des travaux qui affectent les parties communes. C'est quand même la personne qui passe devant qui le déclenche, voilà. Même un radar. Monsieur. Moi, je voudrais intervenir au sujet de la modalité de jouissance et des travaux que font les copropriétaires. Il m'est arrivé, il y a une quinzaine d'années, que le copropriétaire du dessus de chez moi me dise très poliment, je ferai du bruit parce que je vais rénover ma salle de bain et ma cuisine. C'est bien ce qui s'est passé et quand le plombier a fait un essai, il a inondé ma cuisine. Bon, j'ai dit, il faut faire une déclaration, ça peut arriver. Et 8 jours après, je n'avais toujours pas vu l'entreprise pour faire une déclaration. Et le 9e jour, elle a inondé ma salle de bain en faisant des essais dans la salle de bain. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, mon assurance m'a viré comme mauvais assuré puisque j'avais eu 2 sinistres à 9 jours d'intervalle. Et malheureusement, le propriétaire du dessus avait pris une entreprise qui travaillait au noir, comme 20 à 25% des copropriétaires, malheureusement. Alors, quand un peintre travaille au noir, je m'en fiche, la peinture sera mal faite, mais quand un plombier travaille au noir, voilà ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis, le conseil syndical est quelquefois mal vu de certains copropriétaires, et j'en suis le président, parce que tout nouveau copropriétaire, on le prévient de ne pas employer d'entreprise qui travaille au noir. Mais enfin, c'est quand même pas une solution. Je ne vois pas s'il y a une autre solution. Est-ce que ça... La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est concernant les pouvoirs des copropriétaires bailleurs. Dans certaines copropriétés, il y a 40, voire 50 ou 60% de copropriétaires bailleurs qui ou bien ont donné leurs biens à un administrateur de biens, mais qui n'est pas mandaté pour assister aux assemblées, qui se contente de renvoyer la convocation au propriétaire bailleur, lequel ne vient pas, et d'autres copropriétaires bailleurs qui eux-mêmes sont souvent absents. Alors, il y a un moyen assez intelligent d'y remédier, que ma fille a pris dans sa copropriété, où il y a justement beaucoup de copropriétaires bailleurs, c'est que le conseil syndical demande au syndic d'avoir la liste des copropriétaires, c'est ainsi qu'il peut voir les bailleurs, et que le conseil syndical envoie une lettre personnelle avant l'Assemblée en demandant aux copropriétaires bailleurs ou à leurs représentants d'envoyer leur pouvoir. On arrive ainsi à avoir des majorités, alors que j'ai vu le cas dans une copropriété comme ça, où l'Assemblée ne réunit que 250 millièmes, et comme vous le savez, on ne peut pas prendre les décisions importantes, on ne peut prendre que des petites décisions avec une si faible majorité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Gratat pourra peut-être me répondre, mais moi je pense que les syndics savent très bien que dans une copropriété, il y a un nombre considérable de bailleurs. Ils devraient se rapprocher du conseil syndical et justement leur suggérer la solution que j'ai donnée. Oui, alors, il est certain que dans une copropriété, un conseil syndical actif est toujours le bienvenu, et au contraire, il est nécessaire, dirais-je même, car le syndic seul ne gérera jamais d'une façon meilleure que lorsqu'il a son conseil syndical avec qui il travaille, parce que c'est une gestion en collaboration qui doit s'effectuer entre le conseil et le syndic, et quand il y a un gardien, avec le gardien aussi, parce que c'est aussi un rouage de l'information dans une copropriété. Alors, que les copropriétaires soient effectivement rappelés par le conseil syndical, c'est une très bonne chose. Au contraire, moi je trouve ça très bien que le conseil syndical s'investisse, leur demande effectivement de participer ou d'envoyer les pouvoirs aux assemblées pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Tant mieux s'ils répondent. J'ai peur que malheureusement tous ne répondent pas non plus, parce que c'est souvent difficile à certains copropriétaires bailleurs de renvoyer un pouvoir. Pourquoi ça? Il faudrait leur poser la question. Par contre, c'est effectivement certainement pas au syndic d'aller demander aux copropriétaires, même si on le fait dans la convocation, de transmettre un pouvoir à leur personne de leur choix, mais on ne va pas pouvoir leur dire vous serez à l'amende si vous ne l'envoyez pas, en tout cas tant que les textes n'ont pas changé. Après, sur les entreprises qui travaillent au noir,
Il fut un temps où ça avait peut-être un peu diminué, mais malheureusement là aussi, je ne vois pas comment... alors vous pouvez toujours l'interdire, ça, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup. D'ailleurs, c'est interdit non, mais là, par la loi. On n'est pas dans le domaine de la copropriété. Non. Et c'est interdit par la loi. Maintenant, si les copropriétaires continuent à le faire, et si vous savez qu'elle est au noir, il faut prévenir l'inspection du travail. Bien sûr, en plus. Oui. De toute façon, le copropriétaire est effectivement responsable des entreprises qui n'interviennent. Donc si la déclaration, de toute façon, qui est à faire, elle est à faire après du copropriétaire du dessus, en tout cas de l'occupant, parce que ça peut être aussi un locataire d'ailleurs. Elle est à faire avec l'occupant du dessus, pas forcément avec l'entreprise. Et la déclaration de dégâts des eaux aurait dû être faite entre les deux. Bien sûr. What else? Monsieur. Oui, Stanislas de Nanteuil, administrateur de biens à Paris. Je m'adresse à Maître Baudouin pour savoir si... il a eu à instruire des actions en recouvrement de charges dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi SRU, la modification de l'article 19, qui semble assez peu usité ou pratiqué, alors que théoriquement ça devait permettre, selon une procédure un peu d'exception, disons le mot, le juge du fond statuant comme en matière de référé. Et s'il a des expériences en la matière, qu'il puisse nous faire part des succès ou des insuccès rencontrés grâce à ces nouvelles dispositions. Alors, Maître Baudouin. Alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est assez curieux d'ailleurs, mais cette procédure n'est pas tellement utilisée. Donc ça, je confirme le propos préalable. Bon, au sein de mon cabinet, je vais un peu vous décevoir, je fais assez peu de recouvrement de charges. Ceci étant, on a utilisé la procédure à 2 ou 3 reprises avec succès. J'ai une collaboratrice qui elle, s'occupe de ces questions. Je vous dis, il se trouve qu'il y a des cabinets d'avocats qui sont assez spécialisés dans le recouvrement de charges, parce que ce sont des procédures quand même très répétitives, comme vous savez. Et moi, je ne me charge des recouvrements de charges que quand je suis déjà l'avocat d'une copropriété et qu'il y a quand même un problème un peu compliqué de recouvrement de charges. Donc généralement, je suis vraiment devant le juge du fond et pas seulement... devant le juge des référés statuant comme au fond, ou statuant comme en matière de référé. Le juge du fond statuant comme en matière de référé. Mais ça marche quand même. Je peux vous dire que ça marche. Et que ce n'est pas suffisamment utilisé. Le micro, oui. Je voulais simplement dire sur ce point que les pratiques peuvent être très différentes d'une juridiction à l'autre, et vous avez des TGI qui refusent systématiquement de mettre en œuvre cette procédure, ou lorsque l'on vient devant, ou lorsqu'on diligente l'huissier afin de mettre en œuvre cette procédure, on se retrouve devant des juges de l'exécution, des juges qui sont souvent du reste des présidents de tribunaux, ne connaissent pas et ne veulent pas la mettre en œuvre. Et on se retrouve aujourd'hui, dans la pratique qu'il y avait notamment en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher, à devoir abandonner ce moyen qui est je trouve, une belle construction, efficace, alors qui ne concerne que les charges courantes, mais qui permettait notamment d'accélérer le règlement et surtout d'en amoindrir le coût. Tu as raison. Paris et Nanterre, ça marche. Pour être un peu méchant avec les avocats, permettez-moi, maître, mais c'est tout à fait dénué d'arrière-pensée ce que je vais dire, mais les avocats ne sont pas très enclins à emprunter cette voie-là parce qu'elle est trop simple. J'ai vécu l'expérience plusieurs fois, c'est très étonnant. Ils la connaissent. Elle est trop simple, donc ils ne gagnent pas assez d'argent en la mettant. Ah, j'ai pas dit ça, mais... Non, mais vous le pensez. Non, mais vous savez, je ne m'offusque pas, ça peut arriver. Hein, ça, je vous le confirme. Quelle horreur. Ceci étant, je pense qu'il y a quand même une petite part de méconnaissance, parce que c'est une procédure un peu nouvelle, et l'expérience prouve que toute procédure nouvelle met du temps aussi à être utilisée. Aussi. Oui, mais elle n'est pas... Je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas... C'est vrai, vous avez raison. Les tribunaux aussi ont quelques difficultés avec les injonctions de payer, certaines. Alors il faut dire aussi que cette idée de statuant, le juge des référés, la statuant pratiquement comme au fond, là, c'est une procédure un peu bizarre aussi, hein, quand même. C'est une sorte d'ovni juridique curieuse. Mais vous avez raison, c'est un procédé très efficace qui devrait être utilisé plus souvent. En tout cas, je peux vous dire qu'à Paris et Nanterre, les magistrats acceptent pleinement le recours à cette procédure, ça y a aucun doute. Quelqu'un souhaite s'exprimer encore ou pas? Oui, madame. Oui. Oui, je voulais poser une question au sujet des ascenseurs. Je suis copropriétaire donc, dans un immeuble à Paris, et donc plusieurs copropriétaires voudraient faire installer un ascenseur. Le syndic et le conseil syndical, visiblement, y sont opposés, si bien que le syndic donc, fait voter l'ensemble de la copropriété, alors qu'il y a dans le règlement de copropriété
une partie spécifique aux charges spéciales, puisque nous avons un gros copropriétaire qui a 550 millièmes et les autres copropriétaires ont 450. Et donc, il est bien écrit que la cage d'escalier et tout ça, puisque ce sont 2 bâtiments, ne doivent pas rentrer dans le vote, par exemple, pour l'installation d'un ascenseur. Je me suis battue contre le syndic, je lui ai envoyé toutes les règles de loi en lui disant qu'il n'avait pas à faire voter ce gros copropriétaire, puisqu'il n'était pas concerné donc, par l'ascenseur, puisqu'en plus il n'accède pas à la cage d'escalier. Et donc j'ai une fin de non-recevoir. Est-ce qu'il est normal qu'un syndic ne soit pas d'accord avec la construction d'un ascenseur? Messieurs les syndics. C'est une question qu'on leur rencontre de plus en plus fréquemment. Et il y a une autre façon de répondre, en déplaçant un petit peu, c'est qu'effectivement, une assemblée générale de copropriétaires peut autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux, sous réserve bien évidemment que ces travaux, et c'est ce que disait Maître Baudouin tout à l'heure, respectent la destination de l'immeuble, et c'est très souvent le cas d'un ascenseur, puisque l'usage permet cela, et qu'il ne soit pas attentatoire aux droits des autres copropriétaires. Il convient donc simplement, en accompagnant cette demande, de créer une clause, une clé de répartition de charges entre les copropriétaires qui seront considérés. Donc vous pouvez modifier en ce sens votre demande. Au niveau du vote, il ne devrait pas faire voter ce gros copropriétaire. Alors, ça par contre, c'est écrit dans le règlement de copropriété. Cette autorisation donnée à un copropriétaire, elle concerne toute l'Assemblée générale, elle concerne tous les copropriétaires. Et non, je me suis mal exprimée. Ça serait un ascenseur pour toute la copropriété. Sauf qu'on a un gros copropriétaire qui n'a pas accès à la cage d'escalier puisqu'il y a 2 bâtiments. Donc lui, au niveau des charges générales, il a 550 millièmes, mais quand on parle des charges spéciales, il n'existe plus là, en l'occurrence. Mais le syndic veut le faire voter alors qu'il n'a pas à voter. Alors, vous avez des parties communes par bâtiment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parties communes par bâtiment. Il faut simplement que le règlement de copropriété prévoit expressément, en marge de cette spécialisation des charges, qu'il y ait bien une spécialisation des votes. Si vous n'avez pas cela... C'est écrit, mais il s'entête, il ne veut pas. Je ne comprends pas parce que, en principe, un syndic, ça lui rapporte de faire des travaux. Parce que Madame, soit c'est écrit soit c'est écrit, dans ce cas-là, vous avez à l'évidence le syndic se trompe et vous devriez faire voter uniquement les copropriétaires du bâtiment. Je lui ai envoyé des recommandés. Si jamais il y a une discussion, la solution de rechange serait que les copropriétaires de votre bâtiment sollicitent l'autorisation de faire à leurs frais les travaux d'installation de l'ascenseur. Et si c'est refusé en assemblée du fait du copropriétaire majoritaire, se tourne vers le tribunal pour avoir une autorisation judiciaire. Non, mais je veux dire, ou bien c'est sûrement vrai, je ne mets pas du tout, mais parfois les règlements de copropriété peuvent aussi avoir leur contradiction. S'il est clair, il est tout aussi clair que le syndic a tort, oui. Leur part d'ombre. Oui. Madame, pardon. Bonjour, je suis présidente du conseil syndical et nous avons un copropriétaire qui loue son appartement sur Internet à la nuit. Donc pour 2-3 nuits, une semaine. Donc ça veut dire au niveau sécurité, ce sont des personnes de différents... À n'importe qui, je veux dire. À n'importe qui. Des étrangers, des touristes, mais ça veut dire que c'est des nuisances dans l'immeuble. À Paris, oui. Pas loin d'ici d'ailleurs. À Paris, la ville a engagé contre ce genre de pratique pas mal de recours contentieux, puisque la mairie l'interdit totalement, puisqu'elle considère que c'est une activité commerciale et que le local loué doit être commercial pour être loué de cette manière. Donc il faut essayer d'intervenir auprès de la mairie pour le faire constater. Peut-être qu'eux arriveront à l'interdire. Le copropriétaire est locataire dans un immeuble en face et le syndic a déjà envoyé des courriers au copropriétaire qui m'a dit mais c'est déclaré à la mairie, c'est une location saisonnière, mais bon c'est toute l'année enfin. Oui, pas à la journée, c'est plus saisonnier quand c'est à la journée. Je vous dis, le moyen d'intervenir c'est auprès de la mairie, puisqu'elle est déjà intervenue plusieurs fois sur Paris. Il y a du bruit, des nuisances, etc. Forcément. Ça peut. Et puis des fois, ils sont 5 personnes dans un petit appartement, les valises qui abîment l'escalier. Vous avez 2 volets, comme souvent. Vous avez le volet administratif qui vient d'être évoqué. Donc, il faut voir si par rapport à la mairie de Paris, vous ne pouvez pas faire intervenir la mairie, oui ou non. Et puis, vous avez quand même l'aspect purement copropriété. Vérifiez quand même si, au regard du règlement de copropriété, il n'y a pas certaines clauses
qui permettrait de combattre ce genre de pratique. Il faut bien regarder les clauses du règlement aussi. Mais là, il faudra aller certainement judiciairement, là aussi, faire quelque chose parce que ce n'est pas en lui envoyant une lettre recommandée qu'il va arrêter. A priori, ce genre de pratique est souvent usé parce que ça rapporte plus que de le louer au mois. Et forcément, c'est plus compliqué à le faire arrêter quand ça rapporte beaucoup. Oui, monsieur. Oui, François Thouard, administrateur de biens et syndic. Je reviens sur le point évoqué par mon voisin qui évoque les travaux faits par son voisin du dessus et par les entreprises au noir, mais qu'elles ne soient pas au noir, ça reviendra au même, et des dégâts des eaux à répétition. Je pense qu'il y a un problème au niveau des assurances, avec la fameuse convention cidre, où c'est finalement le lésé qui se fait virer par son assurance, ou qu'il y a des primes ou des franchises importantes, alors que finalement le propriétaire du dessus qui fait des travaux de manière licite ou illicite se trouve lui très bien et n'est jamais recherché. Et si jamais le responsable de ces dégâts des eaux, finalement c'est son assurance qui venait le chercher en lui disant c'est vous qui créez les dégâts des eaux, qui en créent 1, 2, 3, même s'il déménage, les gens feraient peut-être attention à savoir quelle entreprise auquel il fait appel. Il ferait attention aux travaux parce que c'est quand même lui qui finalement serait pénalisé. Et là, évidemment, on est doublement victime quand on a un dégât et monsieur donc a plusieurs dégâts et en plus son assurance est venue le chercher en lui disant monsieur, vous êtes un client à risque, alors que il voit l'eau tomber chez lui, et donc il y a peut-être une réflexion à faire sur le sujet. Surtout qu'il y a de grandes chances, malgré tout, que ce soit quand même la compagnie de l'immeuble qui finisse par payer. Bien sûr. Alors, l'effet pervers de ces conventions, CID-COP, qui sont passées entre compagnies d'assurance, affecte très directement la sinistralité de l'immeuble. Simplement, elle fixe un seuil de montant de dommages, qui est celui de 1 600 €. Lorsque, effectivement, le montant des dommages est supérieur à 1 600 €, elles vont engager un recours contre l'assurance de la personne qui est responsable. Et on s'aperçoit qu'en fait 80% des sinistres tiennent à l'intérieur de cette enveloppe et affectent très directement, puisqu'on déclare un sinistre, la sinistralité de l'immeuble. Oui, mais l'assurance de l'immeuble c'est une chose, mais l'assurance du copropriétaire qui... Responsable. Non, celui qui est victime et qui se retrouve avec des sinistres 2, 3, moins de 1 600 €, et à chaque fois, donc pour des raisons de facilité, les assurances entre elles ont décidé que cette convention CID était très bien pour elles. Il faut vraiment revoir ça, parce que ça déresponsabilise les propriétaires, du dessus en général, qui créent ces désordres. De toute façon, la convention cidre serait en cours de renégociation pour la fin de cette année. D'une part pour changer le plafond aussi, et puis d'autre part pour d'autres aménagements. Maintenant, encore une fois, c'est une convention qu'on subit, puisque nous ne sommes même pas signataires. La copropriété n'est pas signataire de cette convention, les copropriétaires individuels ne le sont pas, et pourtant c'est la copropriété ou les copropriétaires qui subissent cette convention et qui du coup se retrouvent effectivement ou résiliés, ou même la prime de l'immeuble surévaluée pour des choses dont elles ne sont pas responsables. Mais les payeurs, c'est quand même les copropriétaires. Oui. Oui, tout à fait, mais encore une fois, c'est malheureusement des conventions interassurances pour lesquelles le syndic et l'immeuble ne sont pas signataires, mais qu'ils doivent subir, parce que c'est des conventions interassurances. Donc ce n'est pas nous qui pouvons les changer, c'est vraiment les assureurs. Et on leur a demandé déjà, mais bon. D'autres interventions ou on a fait le tour? Allez-y. J'ai pas vu. On est bon? Bien, merci mille fois de votre participation. Merci beaucoup déclenchez l'alarme. À tous les quatre aussi de nous avoir accompagnés, et bravo pour votre ténacité et votre retour sur la piste après la fausse alerte. Merci. Bonne continuation.